Salut à tous, bienvenue. Alors, si vous aimez les belles histoires, en voilà une qui nous attend. Il s'appelle Joël Burstein. Il est en Israël depuis 1989, 30 ans d'Alia. Il a décidé de fêter ça avec nous au studio Kalita. Bonjour Joël. Eh bien, bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. C'est moi qui suis ravi pour la deuxième fois d'être ici sur ce plateau. Oui, mais là, ça va être une interview un petit peu plus personnelle. C'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et je t'avoue que parfois, sous ma douche, j'écoute Radio Kalita. On va dire tu, alors on va être obligé. C'est la seule radio en français que j'écoute encore et c'est toujours très agréable. D'abord, on apprend plein de choses sur ce qui se passe ici et sur les Olim en particulier. Et puis, je dois dire que tu fais ça vraiment très professionnellement. Il est gentil, il est gentil. Il ne met pas la pression, Joël. C'est très agréable. Non, mais c'est vrai, on se sent à la maison. Quand on écoute la radio, on sent quelque chose de familial. Et quand on est ici, on se sent comme à la maison. Donc c'est sympathique. On est à la maison. Merci, Joël. Alors, je ne sais pas comment on va résumer ce parcours qui commence à être long, le parcours. Pourquoi tu es monté en Israël? Tu veux dire que je suis plutôt jeune, c'est ça que tu veux? Non, mais 30 ans d'Alia, c'est beaucoup. Oui. Pourquoi tu es monté? Eh bien, tu es monté jeune, tu es monté juste après ton bac. Je suis monté à 17 ans, effectivement. Je suis monté après avoir été 2 ans chez le Rav Shaul David Bochko à la Yeshivat Etzraïm à Élisabethville et à Saint-Maur. Alors pourtant, tu n'étais pas du tout pratiquant, on va dire. Tu n'étais pas très religieux. On ne venait pas d'une famille religieuse, mais enfin quand même assez traditionnaliste. Et à l'âge de 15 ans, j'ai ressenti... d'abord, j'étais pas un très bon élève et on va dire qu'au lycée, ça se passait pas très bien, au lycée non-juif de Metz, puisque je viens de Metz. Une ville d'actualité. Voilà, tout le monde connaît bien Metz. Moi, j'ai fait le contraire. Au lieu de faire mon alia à Metz, j'ai fait mon alia de Metz. Et donc, il me manquait un peu, on va dire, tout le côté Yahadout. J'avais un cousin qui était déjà à la yeshiva du Rav Shaul David, et puis j'avais un ami qui partait, mon ami Dadou, un ami d'enfance. Et donc, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure, de les suivre. Mes parents, n'ont pas beaucoup apprécié au départ, on va dire, cette démarche, mais ils l'ont respectée, on va dire. Et je pense qu'ils ne l'ont pas regretté. Voilà. Alors, tu es monté évidemment sans famille, juste avec... Je ne suis pas monté sans famille, je suis monté en même temps que ma sœur, qui a 1 an de plus que moi. D'accord, mais pas de parents, pas de tante, pas de... J'avais une tante en Israël, que j'ai toujours d'ailleurs, mais à part ça, effectivement, pas de famille, et mes parents sont restés en France. Ils nous ont suivis après, quelques années après, à la naissance de mon 2e fils, ils ont dit, là, ça y est, c'est terminé. Faut pas exagérer, on vous rejoint, puisque je n'ai qu'une sœur, donc... Alors, on dit que c'est très difficile quand on monte en Israël, quand on est jeune, que c'est pas toujours simple, que parfois, il vaut mieux faire le contraire, commencer sa carrière en France, étudier en France, et venir après. Apparemment, toi, tu es la preuve du contraire, parce que tu es avocat aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais tu as étudié ici, donc à la fac de Bar-Ilan, donc j'imagine que tu n'es peut-être pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. En réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, et nous fréquentons nous-mêmes beaucoup de parents qui habitent encore en France et qui ont leurs enfants en âge de faire leur alia. Il y a beaucoup de parents qui sont réticents pour 1001 raisons. C'est vrai que naturellement, les parents préfèrent que leurs enfants restent près d'eux, c'est tout à fait compréhensible. Mais je pense, c'est une évidence pour moi, que l'idéal pour la LIA, c'est de la faire le plus tôt possible après le bac. Premièrement, faire ses études en Israël, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est d'abord d'avoir étudié avec des Israéliens et ensuite avec des professeurs israéliens, tout en hébreu, donc ça permet quand même de contrôler la langue parfaitement. Faire l'armée en Israël me paraît être une chose aussi essentielle. On parle ici de Kalita, je vois ici Kalita, le logo de Kalita. Je pense que faire une alia de qualité, ça passe aussi par le service militaire. Je ne dis pas que c'est une obligation, j'ai des amis... Disons que ça aide. Ça aide énormément à l'intégration et je pense qu'on ne peut pas arriver à la même intégration sans avoir fait ici son service militaire qu'en l'avoir fait. Ça me paraît être une évidence. Alors les parents ont parfois peur aussi de voir leur enfant changer de voie.
partir dans des directions complètement opposées à ce qu'ils avaient toujours entendu dire que leur enfant aurait aimé faire, soit des études différentes, soit un métier différent. C'est ça peut-être qui fait aussi peur. Est-ce que toi, c'était le cas ? Alors moi, d'abord, j'étais passionné de musique à l'époque, donc j'étais inscrit à l'école Louis Lumière pour faire une école d'ingénieur du son. Donc on n'est pas du tout effectivement, dans le juridique. On n'est pas du tout dans le juridique. Je pense que pour avoir fait moi-même ce parcours, c'est-à-dire d'avoir fait mon alia après le bac, et beaucoup de gens que j'ai connus ici et qui ont fait un peu le même parcours que moi, je ne pense pas qu'il y ait des parents, quels qu'ils soient, qui regrettent aujourd'hui d'avoir laissé leurs enfants partir, ou même de les avoir encouragés à partir. On a tous... Il y a des fois où pour toi ça s'est bien passé, mais parfois c'est pas toujours le cas, ça dépend. La motivation, il faut beaucoup de choses pour que ça réussisse. D'abord, il faut être motivé, et c'est vrai que les premiers mois sont jamais faciles, et quand on arrive moi je suis arrivé dans une yeshiva, yeshivat Har Etzion, dans le Gush Etzion, il n'y avait pas de français, j'étais vraiment paumé là-bas. Je ne vais pas dire que j'ai pas eu quelques moments difficiles. C'est sûr que quand on est tout seul, qu'on a 17 ans, qu'on arrive dans un pays où on ne connaît personne, c'est pas une colonie de vacances. Mais d'abord, l'intégration est beaucoup plus rapide quand on est jeune. On se fait vite des amis, des relations. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à ce niveau-là. Les études, c'est aussi le cheminement des études, il est quand même très 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 bien fait en Israël. Au niveau de l'intégration aussi, je pense que quand on vient de France et qu'on veut faire des études en Israël, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait le même chemin que moi et qui n'ont pas réussi, qui ont commencé des études et qui n'ont pas réussi à les terminer. Donc en général, c'est quand même assez bien fait. Les gens terminent leurs études et puis après trouvent du travail et sont complètement intégrés à la vie en Israël. Après, on se marie, on fonde une famille, et c'est quand même beaucoup plus facile. On peut se consacrer justement à cette famille et pas se consacrer à tous les problèmes de la Aliyah. Quand on arrive en famille, avec des dettes, un passé, un passif. Il faut trouver dans ce cas-là du travail, il faut trouver un appartement, il faut réussir... C'est possible, il ne faut pas déprimer ceux qui nous écoutent. C'est possible, et j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore franchi le pas à le faire. Il n'y a pas d'âge pour faire son alia. Bien sûr, il ne faut pas la faire à l'aveuglette. Nous qui sommes avocats et qui représentons beaucoup de Français qui ont fait leur alia un peu à la va-vite, sans la préparer, et qui ont retrouvé ici beaucoup de problèmes. Parce que c'est vrai que quand c'est pas préparé, on peut rencontrer des problèmes en Israël et tout le monde les connaît. Donc, je dis, bien sûr, il faut faire son alia, même si on a des enfants et même si on a déjà un métier à Paris et qu'on a une bonne vie bourgeoise, c'est pas une raison pour pas faire son alia. Mais il faut la préparer et elle va être beaucoup plus compliquée que celle du jeune bachelier qui, en fait, a tout l'avenir devant lui et qui peut la faire à l'âge de 18 ans. Alors, un avenir devant lui, c'est exactement ton cas, mais pourtant, toi qui as choisi la profession d'avocat, en général en Israël, pour réussir, il faut quand même ou de la protexia, ça veut dire du piston, ou des membres de sa famille qui sont dans le métier. Ça facilite grandement son entrée dans la profession, et c'était pas du tout ton cas. C'est vrai. Alors, bon, d'abord, il y a personne n'est avocat chez les Burstein. Personne n'est avocat. Et puis, mes parents n'étaient pas en Israël, donc, bien évidemment, ne connaissaient pas d'avocat en Israël. Bon, après, c'est des parcours, c'est... Des rencontres. Alors, quelle a été la rencontre qui t'a vraiment beaucoup aidé ? Il y a une petite anecdote à ce sujet. Donc, moi, j'ai fait mes études et j'avais un copain de classe, de fac, qui s'appelait Ariel Nissim. Ariel Nissim, c'est le fils de Moshe Nissim, dont tout le monde parle aujourd'hui. Décidément, on est tout à fait dans l'actualité. Exactement. Et le fils de Moshe Nissim, qui à l'époque était le ministre de la Justice. Mm-hmm. Et j'allais des fois chez lui à la maison, il m'invitait chez lui à la maison, parce que moi, je n'avais pas mes parents, et ses parents habitaient à Jérusalem, Rehov Shalom Alechem. D'ailleurs, je me rappelle très bien de cet appartement, ils habitent toujours là-bas d'ailleurs. Et puis, j'ai fait connaissance comme ça avec sa famille. J'étais un peu comme un Ben Baïd, comme on dit. J'allais souvent chez eux. Et un jour, Ariel Nissim se marie. Et il me dit, voilà, je me marie, je t'invite à mon mariage. Et donc, je vais au mariage d'Ariel Nissim. Et à la première ronde de danse du mariage d'Ariel Nissim, il y avait là-bas tout le who's-who de la politique israélienne. Je prends le père d'Ariel Nissim, Moshe Nissim, sur mes épaules. Moshe Nissim qui fait un petit 120-130 kilos. Facile. À l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être très loin non plus. Et bien évidemment, tu le fais danser sur tes épaules. Je le fais danser sur mes épaules. Et quand je le repose,
Il me regarde et il me dit « Ce que tu as fait là, Yoël, je l'oublierai jamais. Si tu peux me demander maintenant ce que tu veux. » Maintenant, toi, tu l'avais pas du tout fait dans cette intention. Tu savais même pas que tu l'avais fait pour... Pas du tout. On était encore en train de faire nos études. Ouais, et puis, quelques années plus tard, je cherche un stage à Jérusalem, puisqu'on habitait déjà à Jérusalem. Et puis, je n'avais pas beaucoup de contacts à Jérusalem, certainement pas dans le monde du juridique israélien. Et donc, j'appelle mon ami Ariel, je lui dis, il faut que j'appelle ton père, j'ai un petit service à lui demander, et j'appelle son papa Moshe, qui était déjà plus ministre, mais enfin, qui était encore bien dans la politique, et je lui dis, voilà, il faut que tu me rendes un service. Il me dit, ne crois pas que je t'ai oublié, je me rappelle de toi, tu peux me demander ce que tu veux. Je lui dis, j'ai pas besoin de grand-chose, je cherche juste un stage à Jérusalem, dans le droit, si possible, dans le domaine de l'immobilier. Et le lendemain, j'ai un avocat qui m'appelle, un grand avocat qui était dans le domaine de l'immobilier, qui représentait le Likoud, qui a créé le Beitar Yerushalayim, donc quelqu'un qui était bien implanté à Jérusalem, et qui me dit « J'ai entendu parler de toi, de Moshe, il paraît que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Il paraît qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, donc je t'engage, tu es engagé. » Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Tout a commencé comme ça. Tout a commencé comme ça. Donc, c'est les rencontres merveilleuses qu'on ne peut faire qu'ici. Exactement, tout à fait. Ok, alors, donc, tu as continué, on va dire, ta carrière. Ensuite, tu t'étais déjà marié, parce que je crois que tu t'es marié très jeune, première année de droit. Exactement. Tu as rencontré ta femme J'ai rencontré ma femme sur le campus de Bar-Ilan. Donc, c'est une très grande histoire d'amour. Je l'ai demandé en mariage quelques jours après l'avoir rencontrée. C'est magnifique. On va dire peut-être 1 ou 2 semaines après. Ok. Et puis voilà, nous nous sommes mariés très très rapidement, et là-dessus, dans la foulée, 5 enfants. L'aîné qui a aujourd'hui presque 24 ans, qui est marié et qui est père d'une petite fille, donc notre petite fille Taël. Donc on est grand-père aussi. Voilà, ils habitent à Kiryat Arba. Et puis ensuite, on a 4 enfants, un qui est à l'armée, et puis 3 qui sont encore à la maison. Alors, tu racontes cette histoire avec beaucoup de facilité, tout ça, mais j'imagine qu'il y a eu des moments quand même compliqués, aussi bien au niveau de l'hébreu, au niveau des études. Il y a un effort quand même qui est demandé quand on arrive jeune et qu'on est obligé, de passer par là parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Bon, d'abord, il y a, on va dire que la première douche d'eau froide, c'est l'armée. C'est-à-dire ma première année de yeshiva, quand je suis arrivé en Israël, ça passait un peu avec l'anglais, un peu avec les quelques mots d'hébreu que je connaissais. Mais une fois que je suis rentré à l'armée, j'ai vite compris. Bon, d'abord, tout le monde se moquait de moi avec mon accent. Et j'ai vite compris que là, il va falloir que j'apprenne l'hébreu rapidement. Parce que quand je disais à mon chef, Anilom Evin, ça a marché les premières fois, mais après, ça ne marchait plus. Donc là, j'ai vraiment appris l'hébreu, on va dire, de la rue. Et puis... quand je suis rentré à la fac, effectivement, ce qui me manquait, c'était l'hébreu, on va dire, juridique et un peu plus universitaire. Et donc, j'ai dormi avec mon dictionnaire. Bon, je dormais encore quand même avec ma femme, mais j'avais quand même le dictionnaire avec moi tout le temps. C'était une étape essentielle. Ça a été très dur, ça a demandé beaucoup de travail. Je lisais le journal tout le temps. J'ai lu énormément de jurisprudence, des dossiers qui ont été traités. J'imagine qu'au début, on lit sans comprendre. On lit avec le dictionnaire, et dès qu'on ne comprend pas un mot, on le cherche dans le dictionnaire, on le note, on l'apprend, et après on le retient au fur et à mesure des semaines. Donc on voit que c'est quand même un processus C'est un processus, on va dire qu'il y a 6-8 mois très difficiles, mais après qu'on ait passé ces 6-8 mois difficiles, ça devient des études très très abordables, et je dirais même... parmi les études qu'on peut faire en Israël, dont on entend parler. Donc c'est difficile de rentrer, mais voilà, c'est assez facile. Le processus, en tout cas, quand on étudie, le parcours est facile. C'est assez facile. Bon, on vous croit sur parole, on doute un peu, mais bon. Non, je confirme. Pour vous, c'est sky no limit quand on vient après le bac. Exactement, je pense que c'est la grande différence entre ceux qui ont fait leur Aliyah. Bon, il y a toujours, évidemment, qu'il y a des exceptions dans les deux côtés. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de gens qui rentrent en France, c'est-à-dire des gens qui font leur Aliyah, qui ne réussissent pas, qui rentrent après 1 ou 2 ans. Nous, on a très peu connu ces cas-là. C'est-à-dire que les gens qui sont montés en même temps que nous, bon, moi je suis monté, je connaissais personne, mais après on s'est fait énormément de contacts. Il n'y avait pas le CNEF à l'époque.
et je les salue d'ailleurs, et je pense qu'ils font un travail formidable, mais à l'époque, il y avait quand même, entre Français, on se fréquentait parce qu'on avait ces affinités. Donc j'ai appris à connaître énormément de gens qui ont fait leur alia, on va dire, dans 2-3 ans avant moi, et 2-3 ans. Qui ne sont pas repartis. Personne ne repartait. Les gens qui repartaient, on les regardait comme des extraterrestres. C'était complètement, pour nous, illogique de repartir, parce qu'on avait toutes les facilités. Ici, une fois qu'on avait passé le problème de l'hébreu, disons, qui était, bon, c'est vrai que c'était une petite difficulté, mais une fois qu'on avait passé ça, on a tout de suite ressenti, je pense tous, que on avait tout à construire dans ce pays, et avec toujours ce sentiment de construire quelque chose et de faire partie de cette magnifique histoire qui est l'histoire de l'État d'Israël. Donc il n'y avait vraiment aucune raison de partir. Et beaucoup de parents ont suivi leurs enfants, et beaucoup de grands frères, de grandes sœurs. Moi, j'ai énormément d'amis qui ont fait leur alia, je ne veux pas dire grâce à moi, mais qui ont fait leur alia après nous, quelques années après nous, mes parents qui nous ont rejoints 7-8 ans après, et qui aujourd'hui, je pense, sont extrêmement reconnaissants, et qui se disent, c'est peut-être grâce à nos enfants, c'est nous qui avons suivi nos enfants au lieu du processus contraire naturel. Alors, juste pour terminer l'émission, parce que je pense que c'est assez important, tu disais être heureux et reconnaissant de faire partie de cette grande histoire d'Eretz Israël. Alors, est-ce que c'est une fin en soi, l'Alia, ou pas ? L'Alia n'est pas une fin en soi, c'est une étape, à mon avis, qui est une obligation, une étape obligatoire. Donc il faut continuer de bouger, alors. Pour chaque juif, mais il faut bouger. Alors, si tu me poses la question, parce que tu sais que je me présente, que je m'engage politiquement auprès de mon ami Moshe Léon, qui se présente pour être le prochain maire de Jérusalem, effectivement. Pour moi, j'avais toujours, disons, dans ma tête, bon, j'ai fait une carrière d'avocat, que je compte bien d'ailleurs continuer. Je ne veux pas que mes clients maintenant m'abandonnent en écoutant cette émission. Mais je me suis toujours dit, après que, bon, maintenant mes enfants sont plus grands et que, au Hachem, on a fait une belle carrière qui n'est encore pas terminée. Mais je me suis dit, à un moment, il va falloir penser un peu à la vie publique et penser à rendre l'appareil à tout ce que j'ai pu, moi, recevoir de ce magnifique pays et de cette ville de Jérusalem que j'adore et dans laquelle j'habite depuis maintenant presque 30 ans. Donc je me suis dit, il y a un moment où il va falloir plonger. Et quand j'entends tous les responsables, par exemple, de Kalita, mais pas seulement, les responsables du CNEF, de toutes les grandes associations françaises en Israël. Et puis le mouvement Aleinu qui s'est créé récemment. Qui eux-mêmes m'ont poussé, que je salue aussi. Et c'est d'ailleurs grâce à eux, et je pense que c'est important pour moi de les saluer et de les remercier. C'est grâce à eux que je suis, et c'est eux qui m'ont emmené chez Moshe Léon. Et je me suis dit, il faut s'engager dans la politique, il faut qu'il y ait des Français qui s'engagent dans la politique, ça suffit de voir tout comme des spectateurs, en fait. Les Français, ici, même ceux qui ont fait leur alia il y a 30 ans, il y a 40 ans, ont toujours été des spectateurs sur la scène politique, et il n'y en a vraiment que très, très, très peu qui ont voulu rentrer dans la politique. C'est vrai que c'est un monde... Et maintenant, ça fait 2 mois que je suis avec Moshe et je me rends compte à quel point c'est un monde très fatigant. C'est un monde très fatigant, mais d'un autre côté, c'est un monde passionnant et c'est là que tout se passe. Et si les Français... Tu vas être en quelle position sur la liste électorale ? Alors, je suis déjà à la 4e position. Okay. Je vise un petit peu d'un œil la 3e, mais bon, rien n'est encore fait. Et puis, j'ai surtout la promesse de Moshe Léon de me donner le dossier de la Klita, justement. Si jamais s'il était élu. Et donc, c'est là où je vais pouvoir, j'espère en tout cas, rendre justement la monnaie de la pièce, essayer de m'occuper justement de l'intégration de tous ces Olim, parce que c'est pas à toi que je vais dire, il y a énormément de problèmes, il y a des problèmes partout, dans toutes les villes en Israël, comme dans toutes les villes du monde. Mais Jérusalem aussi a son lot de problèmes, ça c'est sûr. Un très gros lot de problèmes, et je dirais que l'intégration fait partie des priorités, il faudrait qu'elle fasse partie des priorités. Et je pense que ça, Moshe Léon l'a compris. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de le rejoindre. Et Jérusalem qui fait partie quand même des 3 premières villes d'Alia. Donc c'est important. Okay. C'est essentiel. Et donc si je pouvais avoir justement ce dossier à la mairie, je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire, aussi bien au niveau de la Klita qu'au niveau de la Aliyah. Essayer de faire venir plus de gens à Jérusalem, parce que c'est quand même une ville extraordinaire et qui ne demande qu'à accueillir tous ces Français qui eux-mêmes ne demandent qu'à venir en Israël. Et il y a peut-être quelque chose qui manque ici et il faudrait qu'on s'en occupe.
D'accord. Alors, si certains d'entre nous écoutent, ici, je parle plutôt aux gens qui habitent la ville, qui habitent Jérusalem, s'ils ont envie de donner un coup de main, aussi de participer à cette campagne, qu'est-ce qu'on peut faire ? La campagne n'est pas encore lancée. Mais je sais, mais justement. Mais elle va l'être ces prochains jours. Donc, moi, la seule chose... d'abord, je sais qu'il va y avoir plusieurs candidats francophones dans plusieurs listes. Et je pense que c'est une chose excellente. Et je ne peux qu'encourager les francophones de justement faire partie de ces listes et d'essayer de percer dans ce domaine. Pour ma part, ceux qui veulent nous suivre, ce sera bien évidemment avec grand plaisir. Chaque personne qui veut aider cette campagne et qui veut nous aider, il y aura bien évidemment tous les liens. Ça va partir sur Facebook, dans le petit hebdo et partout. Vous aurez bien évidemment les liens, les sites, les pages Facebook. Et vous serez les bienvenus avec nous. Parce que je pense qu'on est parti pour une très belle aventure. Une très belle aventure. Bon, en tout cas, la vôtre est pas mal du tout. Enfin, la tienne. Je te remercie. Mais non, mais c'est vrai. Donc, je trouve ça sympa. En plus, que ça finisse par un engagement. Donc, on transforme. Là, on est arrivé et hop, on continue de donner. On repart de l'autre côté maintenant. On continue de donner à la société israélienne, à la ville de Jérusalem aussi. Merci, Joël Burstein. Merci, Cathy, avec plaisir. J'espère pouvoir revenir pour une émission plus politique. Il y en aura plein. C'est la prochaine. Sûr. Quand la campagne sera lancée, on va avoir le plaisir d'accueillir tout le monde. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Eh bien, c'est toujours un plaisir. À bientôt. Merci à toi, Cathy. De rien. Ciao, ciao. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.